demandé à tout le monde si l'amour existait avant que je te connaisse. T'as réparé mes blessures quand j'en avais besoin, t'es un peu ma compresse. Mais tout le monde se moquait de moi quand je traînais dans la rue comme un chien sans laisse. J'ai jamais aimé autant, je pourrais te tuer avec trop de caresses. L'avenir c'est nous, et s'il parle, ben c'est quand même nous. Je m'en remettrai jamais si tu devais construire ta vie sans moi. Donc laisse-moi être ton pansement, pansement, ton pansement. Tu pourras faire le tour de la terre, personne ne t'aimera comme moi. Mon cœur va brûler lentement, lentement, trop lentement. T'es rentré dans mes vies et moi je te le dirai qu'une fois. Je te le dirai qu'une fois. Je n'ai pas besoin de teaser, rien que ta compagnie. Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs et auditeurs de ma manière. Très ravi de vous retrouver ce jour pour des circonstances assez particulières et c'est une histoire de la santé ce jour. Je reçois pour vous, j'ai le plaisir de recevoir pour vous docteur Arnold Luyindula. Il est médecin spécialiste, donc il est médecin pédiatre, avec qui nous allons nous entretenir aujourd'hui autour des maladies des enfants et plus particulièrement des maladies respiratoires, cas de la bronchite aiguë du nourrisson. Je vous dis donc, docteur Arnold, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout à cet instant ici. Et nous saluons tout le monde et comme c'est la première numéro que nous avons passé ici avec vous, nous disons meilleure et bonne année à tous et nous souhaitons à toutes les mamans aussi heureuse mois de la femme. Merci beaucoup. Meilleures conditions de suivi à toutes et à tous. Heureux mois des femmes à toutes et à tous, à toutes les femmes de la province du Congo central. Comme je l'ai dit, nous parlons de maladies des enfants et plus particulièrement des maladies respiratoires. Nous nous intéressons aujourd'hui à la bronchite aiguë du nourrisson puisque nous avions estimé que c'était une maladie très très importante, très délicate, mais que la population ou que la communauté ne comprend pas du tout et surtout que ces symptômes se confondent parfois avec certaines maladies que nous pouvons dire entre guillemets banales. Vous allez d'un moment à l'autre suivre les explications du médecin spécialiste qui est avec nous ici. Nous avons cet honneur d'avoir un pédiatre avec nous pour nous expliquer cette maladie, la bronchiolite aiguë du médecin, du nourrisson plutôt, et le médecin est là. Docteur, nous parlons de cette maladie que nous avions estimé fait couler beaucoup d'encre et salive, mais que la communauté ne connaît pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes clairs, bien sûr techniques, mais aussi que vous soyez beaucoup plus pédagogique, que la population puisse comprendre ce que c'est la bronchiolite aiguë du nourrisson? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Nous sommes là pour parler de la bronchiolite du nourrisson, une maladie que beaucoup de personnes le confondent, comme vous venez de le dire, avec des signes qui paraissent comme un syndrome grippal, mais une maladie respiratoire qui évolue à bas bruit, qui peut causer des dégâts énormes dans la vie de nos enfants. Alors, quand nous parlons de nourrisson, nous voyons les enfants qui sont plus à l'âge des tétés encore. Les enfants qui sont encore à l'âge que leurs mamans sont en train de le mettre dans le sein pour le nourrir par le lait maternel. C'est ça que nous appelons nourrisson. Et ça varie, l'âge varie au moins entre 0 et 24 mois. C'est ça qu'on appelle nourrisson. Oui, plutôt plus 2 ans. La bronchiolite en soi, c'est quoi? La bronchiolite est une infection aiguë qui est virale. Une infection virale qui est aiguë et qui est localisée plus précisément au niveau des bronchioles. Donc c'est une maladie qu'on trouve au niveau des bronchioles. Alors les bronchioles, si on peut le dire dans notre terme, nous devons savoir c'est quoi les bronchioles. Les bronchioles, en d'autres termes, on dit se pose des questions. Merci beaucoup. Les bronchioles sont des petits conduits respiratoires
qu'on trouve au niveau du poumon. Ce sont des petits conduits respiratoires qu'on trouve au niveau du poumon. Alors cette maladie-là intéresse plus cette chaîne-là et cette conduit-là qu'on appelle le bronchiole. Alors c'est ça un peu cette maladie. Donc automatiquement, c'est une maladie qui affecte le système respiratoire. Affirmatif. C'est une maladie qui intéresse plus le système respiratoire, mais causée par un virus. Causée par un virus. Est-ce que la population du Congo central qui vous suit en ce moment peut savoir le virus qui cause cette maladie et d'une manière générale, c'est quoi cette infection virale? Une infection virale, c'est une infection qui est causée par un virus. Communément, nous avons beaucoup de virus. Si on peut le mettre en termes comme exemple, présentement là, le monde entier vient de connaître un problème avec le coronavirus. Donc il y avait un virus qui était là pour amener la maladie qu'on appelle le coronavirus. Il y a le virus peut-être qui vient de se passer récemment ici, le virus Ebola. Il y a le virus en termes de VIH, donc c'est comme ça aussi. Donc c'est aussi un virus qui cause cette maladie-là, la bronchiolite aiguë des nourrissons. Alors le virus le plus incriminé, c'est ce qu'on appelle le syncytial. On appelle ça le syncytial, c'est le virus qui cause plus cette pathologie aiguë du nourrisson. Alors, merci docteur pour ces explications à l'entame de cette émission. Nous voulons essayer un peu d'avoir beaucoup plus de précisions sur ce que vous venez d'expliquer. D'abord, vous avez expliqué les bronchioles, ces conduits. Ce sont des petits conduits qu'on trouve au niveau du poumon, au niveau du petits poumon, conduits voilà. respiratoires. Et vous aviez également défini ce que c'est une infection virale. Oui. Vous aviez expliqué le virus qui est à la base de cette infection aiguë respiratoire. Oui. Est-ce que nous pouvons savoir comment est-ce que ça se manifeste? Puisque nous parlons de la bronchiolite aiguë du nourrisson, mais nous ne connaissons pas encore ça se manifeste comment. Donc, si un nourrisson a été infecté ou été affecté par cette maladie, comment est-ce que la maman qui reste avec son enfant, son nourrisson, peut arriver à comprendre que son enfant souffre de telle pathologie? Merci beaucoup. Alors, la bronchiolite aiguë du nourrisson, d'abord, cette maladie intéresse que les enfants de 0 jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire, de 0 à 24 mois, c'est déjà 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire, la maladie, l'âge de prédilection, d'abord, c'est ça. Alors, le pic de cette maladie, c'est plus les enfants de 3 à 6 mois qui sont plus exposés à ce genre de maladie. Et nous avons constaté aussi que dans le monde, nous avons plus ou moins 500 000 enfants qui sont atteints de cette pathologie au moins chaque année. Donc c'est un problème vraiment très, très néfaste que nous devons tuer la conscience de parents, plus précisément parce que ce sont des mamans qui sont des premiers pédiatres des enfants. Parce que ce sont des mamans qui nous amènent les enfants à la consultation et ce sont eux qui vont relater le fait que l'enfant est en train de constater. Alors, pour parler de cette maladie en termes de signes qui peut pousser à une personne, à la maman de venir consulter ou à la femme de venir consulter un médecin, la première des choses, il y a la toux. L'enfant va commencer à tousser. Il y a une toux qui sera répétitive. Vous allez constater même, les mamans ont l'habitude que lorsque l'enfant a de la toux, ils vont directement donner les antitoussifs pour lutter contre la toux. Vous constatez qu'ils ont donné plusieurs antitoussifs, mais la toux continue toujours à persister. Alors, ne continuez plus. Il faut aller à l'hôpital, voir un médecin pédiatre qui posera un diagnostic concernant la bronchiolite aiguë du nourrisson et une bonne prise en charge sera faite. Alors, c'est un peu ça que ça se passe. Donc, l'unique symptôme, c'est la toux. Ce n'est pas l'unique symptôme. Je suis en train d'énumérer. Merci. Donc, nous sommes là, je vais parler d'abord de la toux. Une toux qui ne cède pas. C'est-à-dire, on donne les antitoussifs à la maison, ça ne marche pas. C'est ce que nous avons comme habitude à la maison. Alors, deuxième des choses, on peut avoir des dyspnées. Des dyspnées qu'on peut expliquer. Des respirations. Une difficulté respiratoire. L'enfant ne respire pas bien. L'enfant a des difficultés de respiration. La respiration devient un peu compliquée. On peut aussi avoir comme d'autres signes une rhinorrhée. C'est-à-dire qu'il y a des écoulements nasaux chez l'enfant. Les nez qui sont en train de couler. Et les nez aussi peuvent boucher chez l'enfant. Et c'est ce bouchement des nez-là crée une difficulté de respirer. La congestion nasale. La congestion nasale, donc, crée que c'est là que l'enfant ne puisse pas bien respirer. Donc, c'est un peu ça. Alors, ça peut aussi arriver si la maladie évolue aussi,
Ça se manifeste aussi avec de fièvre. Si au moins il y a une infection associée à cette maladie-là, ça peut avoir une infection qui peut être associée. Parce que le virus, quand il entre dans le corps humain, il ne s'arrête pas à une seule place. Il a un travail qu'il est en train de faire, et puis il va faire devenir de muqueuses là, de muqueuses pulmonaires là, un peu perméables à d'autres germes, de profiter de se déposer pour faciliter qu'il y ait aussi de fièvre chez l'enfant. Donc on peut parler de tout. On parle de difficultés respiratoires, on parle de rhinorrhée, de l'écoulement nasal, on parle aussi de fièvre qui peut aussi survenir en cas de bronchiolite aiguë du nourrisson. Alors, c'est pratiquement le même symptôme qu'une grippe normale. Est-ce que ce n'est pas seulement la grippe que nous constatons tous les jours à la cité, puisque les enfants en souffrent régulièrement? L'enfant va commencer à tousser, l'enfant aura des congestions nasales, il y aura également écoulement nasal. Est-ce que c'est différent? La bronchiolite aiguë du nourrisson est-elle différente d'une grippe normale? Merci pour la question. La question est très bien posée. Si nous faisons du point de vue clinique comme ça, nous avons presque le même symptôme qu'une grippe. Parce que dans la grippe, nous avons l'écoulement nasal, nous avons le fièvre aussi à la grippe, nous avons cette congestion nasale. Et nous remarquons aussi, avec la bronchiolite aiguë des nourrissons, nous avons la toux, nous avons la congestion nasale, nous avons l'écoulement nasal. Et parfois la fièvre. Parfois la fièvre aussi. Donc ça dit, vous constatez comme ça marche de pair. Mais la différence, ça se trouve à quel niveau? Lorsque nous recevons l'enfant chez nous en consultation, et nous voulons établir que ça, c'est un syndrome grippal ou c'est une bronchiolite aiguë des nourrissons, c'est là qu'on va faire notre examen physique. Pendant notre examen physique, il y a une partie qu'on appelle une auscultation. Lorsqu'on va ausculter les poumons de l'enfant, en cas de bronchiolite aiguë des nourrissons, nous aurons des sifflements. Il y aura des sifflements au niveau du poumon. Et tandis que quand c'est un syndrome grippal normal ou banal, les poumons éclairent. Le poumon est clair, il n'y a pas de sifflement au niveau du poumon. Donc c'est un peu ça la différence qu'on peut vous donner à ce niveau-là. La différence est plus ou moins au niveau clinique lorsque nous recevons l'enfant chez nous en consultation et que nous consultons. Et il y a une partie qu'on appelle, quand on fait l'auscultation, et c'est à ce niveau-là que nous aurons des bruits après anormaux au niveau du poumon. Et plus de bruit, nous aurons plus de sifflements. C'est à partir de cela qu'on peut dire que non, ça c'est un bronchiolite aiguë des nourrissons et ce n'est pas un syndrome grippal. Voilà, mais d'une manière générale comme ça, donc la bronchiolite aiguë du nourrisson peut être assimilée à une grippe, tout simplement, au vu des symptômes, mais que ça peut être au moins dépisté ou le diagnostic peut être bien posé au niveau d'un centre de santé où vous êtes et que vous allez effectuer les examens. Les diagnostics doivent être posés parce que beaucoup de personnes, beaucoup de médecins passent à côté du diagnostic pour parler du bronchiolite aiguë du nourrisson. Parce que quand on voit l'enfant faire la fièvre, tous s'intéressent que ça doit être le paludisme. Ça doit être peut-être la fièvre typhoïde. Ça doit être peut-être un syndrome infectieux. C'est ce que nous avons en tête. Et nous avons toujours l'habitude de prescrire les antipaludiques. On prescrit un antibiotique, on donne à l'enfant. Mais apparemment, les symptômes sont en train de persister. On viendra vous consulter, mais cet enfant il continue à tousser périodiquement. À un moment donné, la toux stop. À un moment donné, la toux fait quoi? Revient encore. Parce que ça sera comme ça. Ça sera pas une toux qui va s'arrêter subitement comme ça. Alors, je vous ai parlé ici. L'âge de prédilection, c'est tout au plus 2 ans. Alors, les enfants, les pics, les enfants qui ont plus touché, ce sont les enfants entre 3 et 6 mois. Alors, les enfants entre 3 et 6 mois, nous conseillerons aux mamans qui sont en train de nous suivre à cet instant ici, d'éviter l'utilisation abusive des antitoussifs chez les enfants. Pourquoi nous donnons ces conseils? Parce que lorsque l'enfant contracte cette maladie, il y a une production de sécrétion au niveau des bronchioles et au niveau des bronches. Alors, comme l'enfant est entre l'intervalle de 3 à 6 mois, l'âge là, ça ne permet pas à l'enfant seul de faire l'expectoration. Quand l'enfant veut peut-être faire sortir ce qui se trouve à l'intérieur, comme nous adultes, quand je me sens étouffé, je peux expectorer. Je fais sortir ce qui est à moi et je rejette. Mais un enfant de 3 à 6 mois, sera difficile de faire cette manœuvre-là.
On entend que l'enfant est encore immature. Il n'a pas encore suffisamment de connaissances à ce niveau-là pour vaincre à cet obstacle. Alors, l'organisme va se mettre en soi, l'organisme va mettre un système qui va permettre à ce que, lorsqu'il y a des sécrétions qui commencent à étouffer, et ça va se manifester par la toux. Et l'enfant, en toussant, il est en train de faire sortir des sécrétions qui se trouvent à l'intérieur des bronchioles ainsi qu'au niveau du bronche pour lui faciliter une bonne respiration. Alors, quand l'organisme se met comme ça à faire ce travail-là, nous, on a l'habitude de donner les antitoussifs pour arrêter cette toux-là. C'est-à-dire, on arrête un système que l'organisme a mis en jeu pour que l'enfant soit en bonne santé. Quand on donne les antitoussifs, ça empêche maintenant l'enfant encore de tousser. Et il y aura quoi? Accumulation encore de liquide. Et l'enfant va encore faire quoi? Il va encore s'effondrer. Alors, docteur, là, ça devient intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vous, médecins? Je sais que vous êtes spécialiste, mais nous les constatons aussi. Parfois, vous amenez un enfant dans un centre de santé. L'enfant la grippe, l'enfant est en train de tousser, l'enfant a l'écoulement nasal, l'enfant a la congestion nasale, et du coup, on vous prescrit les antitoussifs, c'est-à-dire les médicaments, ces groupes de médicaments qui luttent contre la toux. Est-ce qu'il y a une certaine incompréhension entre vous, médecins, où ceux qui les font ne posent pas bien les diagnostics, ou n'ont pas la maîtrise de cette prise en charge? C'est question de veille de conscience. C'est question de veille de conscience parce qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle la physiopathologie. La physiopathologie, quand on ne comprend pas la physiologie, la pathologie, vous serez nul. C'est-à-dire quand vous faites des choses, parce que la médecine, c'est question de bon sens. Quand la physiologie, vous ne le comprenez pas, la pathologie, vous n'allez rien faire. C'est comme si vous tapez à côté de votre diagnostic. Le reste sera comment? Le reste sera toujours banal. C'est-à-dire que vous posez les diagnostics qu'il ne fallait pas poser. Et vous allez soigner quoi? Vous n'allez rien soigner. Mais le médecin en question, soit il vous donne un traitement symptomatique. Si c'est pourquoi nous voulons faire un éveil de conscience aux prestataires de la santé, aux gens qui soignent nos enfants, qui soignent le nourrisson, de prendre conscience. Lorsque l'enfant a la toux, il n'est pas impérativement de donner de prescrire les antitoussifs. J'ai donné un exemple ici. Vous avez votre enfant qui a 5 mois. Cet enfant-là est en train de tousser. On prend un antitoussif, je ne cite pas les noms, on prend un antitoussif, on donne à cet enfant-là. L'enfant va prendre, parce que l'enfant ne connaît rien, parce que c'est vous ses parents. Vous donnez l'antitoussif. Vous pensez que quand vous donnez l'antitoussif, vous remédiez au problème de l'enfant. Vous stoppez la toux. Vous stoppez la toux. Je ne pense pas. Parce que le problème est où? C'est le problème de la physiopathologie. Parce que l'enfant qui a la toux là, cette toux là n'est pas venue d'emblée. Cette toux n'est pas venue d'emblée. Si ce n'est pas une toux causée peut-être par une allergie, ou peut-être il y a eu des poussières à la maison, qui peut aussi créer des toux, ça peut arriver aussi. Mais une toux là, associée avec une rhinorrhée, écoulement nasal, congestion nasale, à des fois de fièvre, l'enfant est en train de tousser. Quand l'enfant est en train de tousser, ça dit qu'il constate qu'il y a des sécrétions au niveau de ses bronches et de ses bronchioles. Qui va faire quoi? Qui cherche à mettre ça dehors. Et la seule façon que l'enfant là pouvait éliminer, parce que la toux, même l'enfant de 2 mois tousse, même l'enfant de 2 mois tousse. C'est-à-dire la seule façon que l'organisme met en jeu pour vaincre ce problème-là, pour que l'enfant ne puisse pas s'effondrer, l'organisme s'organise en soi. Une cuisine interne de l'organisme, alors on déclenche la toux pour que toutes les sécrétions qui se trouvent au niveau de l'enfant puissent faire quoi? Quand il est en train de tousser, ils font quoi? Il est en train de éliminer ces sécrétions. Donc la toux, nous pouvons dire que c'est une réaction du système immunitaire. C'est une réaction du système, très bien parlé. C'est une réaction de l'organisme face à une agression. L'agression, c'est quoi? Il y a une sécrétion anormale. Ou donc l'enfant va faire quoi? Va chercher à éliminer. Si l'enfant n'élimine pas, il aura une détresse respiratoire. Alors, docteur, c'est très intéressant. Nous sommes dans un environnement où l'automédication a de l'ampleur, bien que c'est déconseillé. Je sais que c'est déconseillé, mais dans nos enquêtes sur terrain, dans la société, nous pouvons vous affirmer que l'automédication a de l'ampleur. Les gens l'utilisent. Les gens,
aiment plutôt acheter des médicaments lorsqu'ils sentent que non, il y a mon fils qui est en train de tousser, il y a ma petite fille qui est en train de tousser, je vais aller à la pharmacie. Oh non, écoutez, donne-moi tel produit. Ou parfois, la personne va se confier à un ou une pharmacienne. Non, madame, monsieur le pharmacien, ici où je suis, j'ai un enfant qui est en train de tousser, qui a la congestion nasale, je veux que vous puissiez me proposer un produit. Et puis, on va vous proposer un produit pharmaceutique, la maman va aller à la maison, et puis, donc, puisque c'est souvent récurrent, on sait que non, la toux passe, la toux arrive régulièrement chez les nourrissons, et ça passe. Maintenant, dans cet environnement où l'automédication a de l'ampleur, et vous nous amenez une nouvelle logique qui touche cette maladie qui a des symptômes qu'on peut assimiler à la grippe. Quel est le message que vous pouvez passer à cette population, aux mamans qui nous suivent et aux parents en général qui sont habitués de soigner leurs enfants comme ça? D'abord, c'est un système qui est abusif. La personne habilitée à faire une prescription médicale, c'est un médecin. D'abord, c'est un médecin. Mais dans notre communauté, nous voyons maintenant, c'est le contraire. Il y a les infirmiers qui prescrivent. Même si vous allez à la pharmacie sans prescription, comme la pharmacien ou le pharmacien a besoin d'argent, il va faire quoi? Il va vous dire carrément que non, comme l'enfant est en train de tousser, donnez tel médicament, donnez tel médicament. Parce que ce que nous digérons mal, c'est quoi? On peut soigner. Parce que chaque médicament a des effets secondaires. Chaque médicament que nous donnons a des effets secondaires. Maintenant, quand vous prescrivez un médicament, on ne vous a pas prescrit un médicament, vous êtes allé de vous-même en main propre acheter le médicament, et qu'il y a des effets indésirables de ces médicaments qui se manifestent auprès de votre enfant. À qui devient la responsabilité? Et si cet enfant-là aujourd'hui a des problèmes, vous êtes condamnable, vous, le parent de l'enfant. On vous condamne absolument. Parce que l'automédication dans notre pays est contre-indiquée. Dans notre cieux, aujourd'hui même ici chez nous, vous trouverez dans une pharmacie, il n'y a même pas un pharmacien ou une pharmacienne qui est en train de vendre. La personne qui est là-bas, d'abord là, ce n'est pas un pharmacien ou une pharmacienne. On l'appelle pharmacien tout simplement parce qu'il est là, voilà. Il ne connaît même pas c'est quoi les principes actifs d'un médicament. Parce que le médicament là a des principes. On donne les médicaments, c'est que comment les médicaments vont s'éliminer. Il ne connaît pas. Les médicaments qu'on donne aux malades a un demi-vie. On sait que le médicament peut-être en demi peut-être de 6 heures. C'est-à-dire après 6 heures, il faut qu'il y ait une autre dose qui vont faire quoi? Qui vont suivre. Mais nous arrivons, tout cela, qui va donner comme conseil? Vous arrivez chercher un infirmier, vous dites que non, l'autre mort en attendant, l'autre mort en apoko. Allons-y, comprendre la suite. Nous déconseillons ces pratiques. Nous déconseillons ces systèmes. Et nous allons lutter pour ça. Et notre gouvernement, notre ministère de la Santé doit prendre les choses en main. Voilà. En contrôlant surtout les pharmacies. Les pharmacies qui sont en train de donner aux gens, peut-être aujourd'hui, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Il y a des médicaments qui sont, une personne va aller à la pharmacie pour le même médicament. Il ne sait pas que non, lui il est allergique à un tel médicament. Il ne connaît pas ça. Et quand il prend ces médicaments, cette allergie se manifeste à lui. À qui la faute? Nous devons comprendre qu'on est malade. Il faut consulter un médecin. Le médecin, c'est en vous consultant, en consultant un malade, il y a toute une procédure à suivre. Ce n'est pas seulement on écrit son nom, on écrit le poids ou la tension artérielle. Non, ce n'est pas ça. On cherche aussi des notions d'allergie. Est-ce que cette personne est allergique à tel ou à tel médicament? Pour lui éviter cela. Pour ne pas avoir de conséquences néfastes demain. Raison pour laquelle nous déconseillons la prise de l'automédication à nos mamans, pour nos enfants. Il faut protéger les enfants, car les enfants sont notre avenir de demain. Quand les enfants tombent malades, allez-y voir un médecin ou un médecin pédiatre qui va bien suivre votre enfant pour une bonne amélioration. Voilà, merci beaucoup docteur. Vous aviez parlé de failles que nous constatons parfois dans les systèmes sanitaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des pharmacies, les gens qui prestent là-bas. Actuellement, je veux que nous puissions parler aussi de cette maladie, que moi je considère comme maladie dans
dans notre système sanitaire. Nous avons dans les coins des postes de santé, soit, je ne sais pas comment appeler ça, centre de santé ou poste de santé, où ils n'ont pas parfois de médecins, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas assez de personnel qualifié, mais qui, curieusement, ont réussi la vie du ministère de la Santé ou des autorités compétentes pour prester comme telles, qui ne sont pas assez équipés, parfois pas des laboratoires, mais ils sont là, ils prestent comme centre de santé ou poste de santé. Alors, nous sommes devant une infection aiguë et qui est respiratoire, la bronchiolite aiguë. Nous parlons de cette maladie et qui, les symptômes sont presque assimilés à la grippe normale. Une maman qui est au moins consciencieuse, qui a son enfant, qui se dit qu'écoutez, bon, comme mon enfant est malade, je dois me rendre dans un centre de santé ou bien un poste de santé les plus proches, et qui tombe dans un poste de santé ou un centre de santé qui n'a pas de laboratoire, qui n'a pas un personnel qualifié, qui n'a pas de médecin. Alors que, selon ce que vous venez d'expliquer, même un médecin généraliste, s'il n'est pas bien rodé, il peut taper les diagnostics à côté, il peut taper à côté du diagnostic normal pour la bronchiolite aiguë. Et en ce qui concerne les centres qui naissent et qui sont en train de pousser comme des champignons dans les quartiers, êtes-vous sûr que les diagnostics sera bien posé dans ces centres-là en ce qui concerne cette maladie? D'abord, ce que nous déplorons dans notre système sanitaire, c'est quoi? Tu trouves un infirmier ou une infirmière qui est en centre de santé. Qui est en centre de santé, et il fait des consultations, il porte une blouse blanche avec stéto au cou. Dites-lui, demande-lui qu'est-ce qu'il fait avec les stétos au cou. Il ausculte quoi? C'est ça le problème. Parce que le système de santé de notre pays devient de plus en plus défaillant. Mais il a reçu l'autorisation, ça signifie que c'est ça le problème. C'est ça les services habilités ont constaté qu'il était compétent de travailler. C'est ça le problème. Ce n'est pas question de compétence. On ne peut pas octroyer un document d'ouverture d'un centre médical par un infirmier. Non. Il y a toute une hiérarchie à suivre avant d'arriver à ce niveau-là. Quand vous n'avez pas de laboratoire, vous allez faire quoi? Vous allez faire des placebos. Donc vous êtes en train de faire des imaginations. Donc vous soignez par ce que nous on dit souvent, et tout est quota. Donc vous bombardez les médicaments comme ça d'une manière abusive, ce que simbi. C'est pas normal. Et quand vous donnez les médicaments comme ça sans concours d'un médecin, or les médicaments, la majorité des médicaments, l'élimination est plus ou moins rénale. Hein? Aujourd'hui, le taux des insuffisances rénales est à combien aujourd'hui? Parce que la prise des médicaments est d'une manière incontrôlée. Les personnels qui sont en train de soigner, nous ne comprenons pas qu'ils sont en train de soigner quoi? Parce que tous nous sommes là pour soigner la malaria et la fièvre typhoïde. C'est tout ce que nous sommes mûrs en ça. Mais des maladies proprement dites à soigner, nous passons à côté de notre diagnostic. Nous demandons aux autorités compétentes, surtout ici à Congo central, d'en prendre responsabilité. D'essayer un peu de faire des contrôles, de régulariser sur les secteurs de santé. De voir un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Comment allons-nous remédier à ces problèmes? Nous pouvons bel et bien dire ici, mais lorsque les autorités ne s'impliquent pas, nous avons des zones de santé ici. Nous avons des médecins, des MCZ, les médecins chefs de zone, qui sont habilités dans ces histoires-là. Ils ont des AG, ils ont des relais communautaires. Ils devaient faire ces travaux. Il y a aussi une inspection de santé. Il y a une inspection de santé aussi, qui devait faire des contrôles régulièrement dans les postes de santé, dans les centres de santé, dans les centres médicaux, pour pallier à ces problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent non parce qu'ils devaient mourir, mais parce que le diagnostic a été mal posé. Vous avez soigné autre chose au moment où la maladie n'évolue que du côté négatif. Hein. Le côté négatif de la maladie, c'est la complication. La maladie n'évolue pas du côté positif. La maladie n'évolue que du côté négatif avec des complications. Pendant ce temps, et puis la maladie évolue par rapport au temps aussi que vous êtes en train de prendre. Vous avez donné ces médicaments, ça va marcher. Tout changer. On a ces médicaments, tu topé ça haut. Pendant tout ce temps, la personne est en train de faire quoi? Elle est en train de souffrir. Les organes souffrent. Il y a d'autres organes voisins qui seront aussi atteints.
Et quand vous allez chercher à transférer cette personne-là dans un centre spécialisé, cette personne sera à quel stade? Et puis on va dire que non, bon putain, amenez bon marabatou. Non, vous là-bas, là, c'est que vous avez déjà tripoté des choses. Vous avez tripoté les choses. On va dire que non, à quel hôpital déjà quand on envoie quelqu'un dans un grand centre, là on dit à Robicate. Pourquoi? Parce que déjà la cité, les choses ont été mal négociées. On a commencé à faire des choses d'une manière illégale. Alors, nous devons interpeller les autorités sanitaires de revoir à ce niveau-là. Les inspecteurs de la santé, de faire appel de descentes dans des centres, faire des descentes qui sont vraies. Pas des descentes aléatoires, non, on n'a pas besoin de ça. Il faut améliorer notre système de soins. Nous devons améliorer. Il faut aller descendre, vérifier comment ça fonctionne. Voilà. On ne parlera pas seulement des écoles fictives, des centres de santé fictifs. Merci beaucoup. C'était une parenthèse, mais très très importante. Alors, nous revenons sur ce qui nous a amené sur ces plateaux, les maladies des enfants, plus précisément les maladies respiratoires, avec la bronchiolite aiguë du nourrisson. Nous avions parlé des symptômes, nous avions parlé des causes, mais nous pouvons aussi parler des conséquences, puisque la prise en charge, si elle n'est pas bonne, si le diagnostic n'a pas été bien posé, est-ce que nous pouvons dire que cette maladie, cette infection respiratoire, peut aussi conduire à la mort du nourrisson? Mais oui. Elle a des conséquences très néfastes à la vie du nourrisson. Parce que les nourrissons qui devaient tousser pour évacuer ce qui est en lui, qui lui encombrait, vous avez arrêté ça. Vous avez arrêté avec les antitoussifs. Avec les antitoussifs abusivement, vous arrêtez ce qui devait expulser par la toux. Vous avez arrêté ça. Quand vous arrêtez ça, c'est donc ça ne va pas bien respirer. Il y aura des dyspnées, il y aura des détresses respiratoires. Quand vous allez faire on va utiliser nos saturomètres pour voir la saturation en oxygène au niveau périphérique. La saturation va chuter. Quand la saturation chute, c'est quoi? La personne va mourir. Parce qu'on a tapé à côté du diagnostic ou on n'a pas fait bien une bonne prise en charge. Les conséquences sont vraiment néfastes. Alors, y a-t-il des possibilités de pouvoir éviter cette infection respiratoire? Oh, nous avons parlé... De façon que faire tout, en tout cas, est-ce qu'il y a cette possibilité? Au début, nous avons dit que c'est une maladie, c'est une infection virale aiguë. Et qui est contagieuse. Quand on parle de virus là, on dit que c'est contagieux. Nous vivons aujourd'hui dans des cours communes où nous avons 4, 5 portes. Nos enfants jouent ensemble. Ils se mettent ensemble. Mais vous, parents, vous remarquez que non, l'enfant de la voisine a des congestions nasales, a des rhinorrhées. Cet enfant ne respire pas bien ces derniers temps. Protégez les enfants qui ne sont pas encore atteints de cette maladie, parce que c'est le virus, ça finira par se contaminer. Parce que vous allez voir que non, cet enfant avait ces problèmes. Après quelques temps, il y aura l'autre de voisins qui aura les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que cette virus est en train de faire quoi? Est en train de coloniser le milieu. Il faut. Donc, quand nos mamans, vous remarquez là à la maison, là où nous habitons, si vous êtes quand même seul, ok. Vous avez un enfant, vous êtes seul, l'enfant content, ça peut aussi être saisonnière. Une saison qui est passée comme ça et l'enfant a réagi. Mais sûrement, on est dans une cour commune. En tout cas, vous remarquez, l'un des enfants a des rhinorrhées, comme vous avez simulé ça à un syndrome grippal. En tout cas, on doit déjà protéger d'autres enfants pour qu'ils ne puissent pas contacter la même pathologie. Les mamans doivent être éveillés à ce niveau-là aussi pour que cela ne soit pas une contamination qui sera des uns aux autres. Alors, docteur, nous évoluons toujours avec cette maladie. Un aspect très important. Vous êtes pédiatre, vous êtes spécialiste. Vous avez approfondi vos études sur les maladies des enfants. Comment mettre en place une bonne prise en charge pour, bien entendu, soigner ces enfants. C'est ça votre travail. Vous avez approfondi vos études. Mais vous êtes moins nombreux. Vous êtes moins nombreux, vous n'êtes pas assez nombreux comme le généraliste. Les généralistes, on peut au moins les retrouver dans plusieurs centres de santé. Et du coup, lorsque les malades se pointent dans ces centres de santé, ce sont les généralistes qui les reçoivent ou qui nous reçoivent. Est-ce que vous êtes sûr
que les généralistes, les médecins généralistes peuvent poser correctement et annoncer une bonne prise en charge en ce qui concerne cette maladie que vous avez jugée complexe, la bronchiolite aiguë du nourrisson? Nous ne sous-estimons pas le médecin généraliste. Nous ne les sous-estimons pas. Ce sont des bons prestataires de la santé aussi qui prennent en charge 2 enfants. Quand vous allez peut-être dans les centres pédiatriques renommés, il n'y a pas seulement les spécialistes qui travaillent là-bas. Il y a aussi les médecins généralistes qui sont plus nombreux que les spécialistes. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui doivent être rodés avec le spécialiste. Ils sont en train d'apprendre. Donc vous partagez les connaissances. Oui, c'est comme ça. Un généraliste peut faire aussi des choses mieux qu'un spécialiste. Ça peut arriver. Quelqu'un peut être spécialiste, mais il fait une erreur, il tape aussi à côté. Mais un généraliste est assidu. Il peut aussi dire que non, à ce niveau aussi, docteur, si on pouvait faire aussi ça. D'une manière un peu courtoise. Mais pas venir s'imposer. Non, docteur, ici, non. D'une manière courtoise. Il faut qu'il y ait une courtoisie. À ce niveau-là. Les médecins généralistes, ce sont les médecins que nous rencontrons chaque jour, qui nous prennent en charge. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de connaissances, suffisamment de connaissances. Mais ils doivent pas se limiter à ceux qui sont en train à la routine. Ils doivent chercher à évoluer par rapport à les connaissances. Voilà. Il y a des formations qui se font, qui là suivent des formations. Ça permet à lui aider aussi à devenir plus mûr. Ok? D'aller encore plus loin par rapport à ce qu'il a. Il ne doit pas se limiter seulement, non, j'ai fait la médecine, c'est 9 ans, 8 ans, j'ai fini comme ça, je suis généraliste. C'est bien bon, tu es médecin. Tu es médecin, on n'en disconvient pas. Mais donc, je peux prendre la réponse. La prise en charge peut être bien assurée et le diagnostic peut être bien posé. Si seulement que nous avons un bon médecin généraliste qui pose bien son diagnostic, il va bien soigner les malades. Les médecins généralistes, ce sont des bons médecins. Ils vont bien poser son diagnostic parce que il y a des médecins généralistes, quand il entend de parler, il vous donne la joie même de l'écouter. Hein. Il vous explique les choses. Ça, vous admirez même sa façon de faire. Et cette personne-là, quand il fait le travail comme ça, il va faire un bon travail. Les généralistes sont des personnes qui font leur travail. Mais ils doivent aussi penser à élargir la connaissance, pas seulement en pédiatrie. La spécialisation n'est pas seulement en pédiatrie. En ophtalmologie. On peut avoir des dentistes en ophta, on peut avoir des gynécologues, on peut avoir des obstétriciens, on peut avoir. Ça dépend de ses convictions et de ses avis. Il veut que non, moi je vais devenir pédiatre. Voilà. Vous devenez pédiatre. Merci beaucoup, docteur. Je pense que nous avions épuisé notre agenda par rapport à ce que nous avions prévu sur les maladies respiratoires. Ces maladies sont nombreuses, mais pour aujourd'hui, nous avions choisi pour vous la bronchiolite aiguë du nourrisson, puisque c'est une maladie assez fréquente. C'est une maladie qui pénalise plusieurs enfants, de milliers, à travers le monde, même à travers notre pays. Et même dans nos quartiers, nous les constatons beaucoup. Je pense que c'est une journée très très bénéfique pour vous et moi. En ce qui concerne cette matière que Dr Louis Ndoula Arnaud vient de nous amener, et nous avions essayé un peu d'échanger avec lui. Alors nous sommes en train de chuter petit à petit. Notre émission est presque vers la fin. Docteur, vous pouvez avoir 1-2 minutes, un message à la population qui est en train de nous suivre pour essayer un peu de lutter contre cette maladie respiratoire, la bronchiolite aiguë du nourrisson. Si nous pouvons lancer un message à toute la population qui est en train de nous suivre, la première des choses, il faut éviter l'automédication. Éviter l'automédication. Éviter l'utilisation abusive des antitussifs. Cela ne va pas donner une bonne survie à nos enfants. Évitons cela. Et ce que nous pouvons encore dire à notre système sanitaire, qu'on puisse aider, que ce système sanitaire aille de l'avant. Les inspecteurs de santé, qu'ils puissent faire des descentes
dans des postes de santé, dans des centres de santé, qu'ils puissent au moins vérifier qu'est-ce qui se passe en réalité là-bas. Sinon, nous aurons des décès du jour au lendemain. Parce que la bronchiolite aiguë des nourrissons, c'est une pathologie très dangereuse qui tue des milliers et des milliers d'enfants chaque année. Nous devons prendre conscience de cela pour que tout se passe bien, pour que nous améliorons la qualité des soins de notre pays. Il faut qu'il y ait de personnel aussi qui sont là pour donner les soins de qualité. Alors pour avoir des personnes qui vont donner les soins de qualité, il faut qu'il y ait le système sanitaire puisse vraiment intervenir, qu'il puisse vraiment intervenir, nous martelons sur ça, et puis surtout à nos agents de pharmacie. Voyez-nous les gens de la pharmacie, est-ce que ce sont des pharmaciens régulièrement? Aujourd'hui, on peut tuer l'enfant du ministère de la Santé. Par erreur, chez un pharmacien. Vérifiez ce sont des pharmaciens. Est-ce que ce sont des pharmaciens, les gens qui vendent des pharmacies? Aujourd'hui, on le voit. Moi, médecin, je suis en train de former mon enfant en coulisses, sans qu'il puisse aller à l'école pour apprendre. Et parce que demain, j'ai espoir que non, quand je ne serai plus là, c'est lui qui va hériter. Ah, sur ce point-là, qu'est-ce que nous donnons à la population congolaise? La population congolaise plutôt. Nous ne donnons rien, nous n'assurons rien. Alors nous voulons que cela passe dans des normes et que celui qui veut devenir médecin, qu'il aille à la faculté de médecine. Les facultés de médecine sont encore ouvertes. Et nous ne pouvons pas accepter que nous arrivons dans un centre de santé où il n'y a pas un médecin, il n'y a pas d'équipement de laboratoire. En tout cas, c'est ce que nous déplorons. Que le système sanitaire soit un peu à haut niveau pour que nous puissions arriver à donner les soins de qualité à notre population qui attend beaucoup de nous. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Très merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense que c'est sur ces mots que nous allons devoir mettre fin à cette émission. Nous avions réussi pour vous, docteur Arnold Luindula. Docteur, merci beaucoup. C'est à nous aussi de vous remercier de nous avoir resté dans votre plateau de télévision pour parler de cette maladie qui est vraiment quelque chose qui nous préoccupe vraiment dans le souci d'apporter les soins de qualité à nos enfants. Merci beaucoup, docteur Arnold Luindula. Nous avions donc échangé avec lui. Comme vous l'aviez constaté, nous venons d'échanger avec lui autour des maladies des enfants. Et nous avions essayé un peu de limiter les champs. Nous avions parlé de maladies respiratoires en faisant allusion à la bronchiolite aiguë du nourrisson. Et vous aviez compris les explications du médecin spécialiste, il est pédiatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique qui nous a également assuré cette réalisation. Et je pense que dans un avenir proche, vous allez avoir besoin des services de notre cher médecin. Et ça sera au centre médical Christ Mabanière. Mais le rendez-vous vous sera confirmé dans un avenir proche. Merci docteur et merci à toutes et à tous. Au revoir. Je demandais à tout le monde si l'amour existait avant que je te connaisse. T'as réparé mes blessures quand j'en avais besoin, t'es un peu ma compresse. Mais tout le monde se moquait de moi quand je traînais dans la rue comme un chien sans laisse.